Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci du coup au docteur Salim Si Mohamed de Lyon, de l'hôpital Louis Pradel, l'hôpital cardiologique à Lyon, de nous proposer cette présentation sur les malformations artério-veineuses pulmonaires, et au professeur Antoine Khalil du coup de Paris d'être présent en tant qu'invité expert pour ce sujet qui est important, qui est également membre de la Société d'imagerie thoracique. Donc c'est un honneur d'être avec vous ce soir. Et puis donc je suis accompagné du docteur Farah Kadour pour cette session, pour animer cette session. Et on va vous écouter tout de suite. Voilà. Donc la parole est à vous. N'hésitez pas, vous avez le chat qui est disponible pour envoyer toutes vos questions. Vous avez la chance d'avoir des experts ce soir qui vont vous parler de ce sujet très fascinant et qui va essayer de le rendre justement plus facile d'approche pour nous, à notre niveau un peu de profane. Et donc voilà, la parole est à vous et merci encore. Et si vous posez des questions au chat, j'essaierai de répondre au chat direct et puis après on répondra à tout le monde. Allez, parfait. Merci. Donc merci Mathieu, merci Farah de nous avoir présenté. Donc effectivement, donc on est à Cardio, on souhaite la bienvenue pour cette session. On est à Cardio, on est à l'hôpital Cardio, on vous souhaite la bienvenue pour cette session. Puis on va démarrer par le matériel et les techniques d'embolisation des malformations artério-veineuses avec Arthur. Ensuite, on parlera des indications, on parlera de la reperméabilisation et dans la partie innovation, on parlera d'une expérience de l'onyx et des malformations artério-veineuses pulmonaires. Alors, ça y est. Parfait. On partage. Vous devriez… C'est tout bon, vous voyez tout? C'est bon pour tout le monde? Super. C'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, les objectifs de ce topo, c'est identifier le matériel pour l'embolisation de ces malformations artério-veineuses pulmonaires, de connaître les techniques d'embolisation principales, de savoir encadrer le geste, c'est-à-dire gérer l'avant et l'après, et de connaître les indications de traitement de nouveau et de la reperméabilisation. Donc, on va commencer par le matériel classique et les techniques simples d'embolisation. Donc, la gestion préopératoire, c'est une gestion préopératoire classique. Le geste doit être expliqué au patient au cours d'une consultation dédiée. Et on doit réaliser un bilan de coagulation et de la fonction rénale avant pour faire le geste en toute sécurité. Au cours de l'opération, on réalise une antibioprophylaxie systématique par 2 grammes de C3G. On n'utilise pas d'héparine de façon systématique et parfois on a recours à un bolus d'aspirine de 250 mg s'il y a un risque élevé d'embolie paradoxale ou s'il y a un anévrisme volumineux ou avec du thrombie pré- ou per-procédure. Donc le matériel, c'est un matériel classique, donc c'est une voie d'abord veineuse fémorale, donc avec une anesthésie locale à la xylocaïne 1% et une ponction à l'aiguille M21G. On prend une ponction veineuse fémorale classique, donc je vous disais avec un poncteur 18 gauche et un désilé 5 French 10 cm. Pour cathétériser l'artère pulmonaire, nous, dans notre centre, on utilise une sonde pigtail de 5 French courbée, angulée. Donc on va voir pourquoi on utilise une courbée, pas une droite, et un guide classique 0,35 Terumo. Une fois qu'on est dans la paix, pour le cathétérisme sélectif de la malformation, on utilise plusieurs types de sondes. Donc, la principale qu'on utilise, c'est une vertébrale classique 4 French ou 5 French. Donc, c'est celle qu'on voit ici en haut, si vous voyez ma flèche. Et dans le cas de malformations un peu plus mal placées dans l'homme moyen, dans la lingula ou dans les fôleurs, on utilise des sondes de coronarographie. Donc, des sondes AL ou AR. Donc, une AL ici, donc en Platzer left, et une sonde AR ici, en Platzer right. Si on a besoin d'aller trop en distalité ou si la MAV est difficilement accessible, on utilise un microcathéter. Donc, nous, c'est un microcathéter Renegade en 0,21. Et un microguide, donc c'est pareil, c'est un microguide de coronarographie, donc c'est un petit graphite, donc c'est des microguides en 0,14 avec pas mal de supports et un floppy très long qu'on peut monter en J assez facilement pour ne pas être traumatique. Le matériel d'embolisation, donc on a plein de matériels différents qui sont à notre disposition. Les principaux, c'est des coils, donc des coils à largage contrôlé avec une force radiale élevée qui nous sert à cager la malformation, et ensuite des coils ou des micro-coils flushables à force radiale faible pour remplir et faire un packing plutôt dense. On utilise aussi régulièrement des plugs et des micro-plugs. Donc, on va voir, c'est très pratique. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est les Emplatzer 4. Donc, c'est très pratique et ça a un principal problème, c'est que c'est très cher et pas remboursé. Donc, maintenant, on va voir le déroulement d'une embolisation des novo simple. Donc, on commence notre geste avec une anesthésie locale jusqu'à la veine, donc sous contrôle échographique à la xylocaïne 1%, une ponction veineuse fémorale classique en Seldinger avec une aiguille, un poncteur monté sur seringue avec de l'eau. Le cathétérisme de l'artère pulmonaire, il est simple, mais il y a une technique à connaître.
Donc, on commence par monter la sonde pigtail dans l'oreillette droite. On va voir une boucle vidéo après. On commence à monter la sonde pigtail dans l'oreillette droite. On la fait regarder vers l'avant et vers la gauche. Sur cette sonde, on pousse notre guide à l'intérieur jusque dans le ventricule droit. Avec la sonde orientée comme ça va directement dedans. Une fois que le guide est dans le ventricule droit, on monte la sonde dessus. On retire le guide de quelques centimètres pour que la partie courbée de notre pigtail soit libre. On fait un petit mouvement anti-horaire qui fait sauter directement la sonde dans l'infundibulum de la paix. Et une fois que la sonde est dans l'infundibulum de la paix, on monte sur guide la sonde directement dans le tronc de l'artère. Donc à ce moment-là, il faut juste prévenir le patient que c'est normal d'avoir une petite sensation d'oppression thoracique ou de faire des petites extrasystoles. Au passage dans le VD, ça fait des petits troubles du rythme. Donc là, on a un premier exemple. Donc on n'avait pas d'exemple par voie fémorale, c'est un exemple par voie humérale, mais c'est le même principe. Donc on a sur l'image 1 la sonde pigtail qui est déroulée avec le guide qui protrude dans le VD. Qui a passé du coup la notre cuspide. On monte la sonde sur l'image 2, ce qu'on voit, on monte la sonde sur le guide, on le retire de quelques centimètres, donc on a notre pigtail qui apparaît dans le VD, et ensuite on fait une petite rotation, ça permet de faire sauter la sonde directement dans l'infundibulum. Donc là, ça a été monté sur guide, mais sinon ça saute directement d'habitude, et ensuite on cathétérise la paix sur guide de façon très simple. Une fois qu'on est dans notre artère pulmonaire, donc il y a une chose à faire de façon systématique, c'est médico-légal, c'est une prise des pressions pulmonaires dans le tronc. Ça permet de dépister une éventuelle hypertension pulmonaire iatrogène. Une fois que ces pressions sont faites, on fait des séries angiographiques de bilan. Donc, historiquement, vous avez toujours systématiquement, enfin historiquement, à la base, nous, on faisait toujours une face ou un oblique en homolatéral et un profil. Maintenant, avec les scanners pré-op, on choisit une incidence de travail avant et on réalise que cette incidence-là. Ça permet de diminuer la dose de rayon X et la dose de contraste. Donc là, c'est un exemple qu'on va suivre pendant toute la présentation. Donc c'est un patient de 40 ans qui avait une maladie de Randy-Osler avec une petite MAV basale. Donc on voit ici, si vous voyez ma flèche, ici basale derrière le diaphragme. Donc là, c'est notre sonde pigtail qui est dans l'APG. Donc sur cette sonde pigtail, on fait un échange sur guide. Donc on a un guide J classique de 260. On vire notre sonde pigtail et on choisit notre sonde de cathétérisme. Donc ici, c'est une MAV distale, donc on a choisi une sonde vertébrale. Et cette sonde nous a permis d'aller au plus près de l'anévrisme au sein de l'artère afférente. Donc c'est ce qu'on voit ici avec notre sonde vertébrale qui est bien en place. Donc elle est relativement distale, elle est juste avant des petites chicanes, un aspect très tortueux de la MAV. Donc on est en position pour réaliser une embolisation dans de bonnes conditions. Donc il y a des recommandations à connaître pour réaliser une bonne embolisation. Il y a des critères de réussite. Il faut que l'embolisation soit le plus distale possible, donc au plus près de l'anévrisme, de préférence à moins d'1 centimètre de l'anévrisme. Ça permet de diminuer le risque de reperfusion via des collatéralités. Si on embolise de façon trop proximale, la MAV recrute d'autres branches segmentaires ou sous-segmentaires qui vont aller dans l'ersatz de nidus. Et cette embolisation doit être relativement dense avec au moins 2 coils pour qu'il y ait un packing dense pour éviter les reperméabilisations dans l'axe à travers le packing. Et l'embolisation, comme sur toute MAV, on n'embolise pas la veine et on n'embolise pas l'anévrisme. Parce qu'au décours du temps, ils vont se rétracter, donc on ne veut pas empêcher la rétraction notamment. Donc le matériel d'embolisation, on l'a un peu vu tout à l'heure, mais on va juste le décrire un petit peu plus. Donc on utilise beaucoup d'écoils, donc des coils à force radiale élevée qui nous servent à cager. Donc généralement, on les sursize de 20%. Des coils de remplissage qui nous servent à combler la cage, donc généralement on les sursize un peu moins de 10%, et des plugs et des micro-plugs, donc de façon qu'on a le même rationnel que les coils à force radiale élevée, donc généralement on les sursize de 20% aussi. Donc ceux qu'on utilise, c'est plutôt ceux de gauche, les Emplatzer 4. Ça, c'est les Emplatzer 1, si je ne dis pas de bêtises, on les utilise beaucoup moins. Donc là, c'est une première diapo qui vous montre une embolisation plutôt distale ici à gauche, avec la MAV qui se situe à peu près ici. Il y a du coup avec une embolisation plutôt distale et ici une embolisation plus proximale. Donc l'embolisation en elle-même, on a 2 principales techniques pour la réaliser. Donc la première, c'est la technique plus classique, on va dire, qu'on connaît tous, c'est la technique du scaffold. En gros, on se met au plus près de la MAV, on cage. Une première fois, on réalise un échafaudage avec un coil 3D. Et ensuite, une fois que ce coil 3D est largué, on remplit avec des coils de remplissage à force radiale faible, donc généralement des nécessaires. Donc cette technique, elle est pratique, elle est simple de réalisation, mais là, il faut que la MAV ait quand même un risque relativement faible d'embolisation paradoxale. Si vous avez une MAV avec une ouverture très large, on ne va pas emboliser comme ça, parce qu'on a un risque que les coils se barrent en distalité dans la veine, voire dans les endroits plus embêtants. Notre deuxième technique, c'est la technique de l'encore, de l'encoring. Donc ça, on l'utilise quand il y a des risques élevés d'embolie paradoxale ou quand le shunt il est très large.
Donc, on utilise du coup pas un coil en cage, on utilise un coil classique. On va l'ancrer dans une petite branche collatérale sous-segmentaire. On commence à placer le coil dans cette branche sous-segmentaire, ensuite on fait baver le coil dans la branche qu'on veut emboliser. Donc ça permet de le sécuriser, comme ça il est bloqué dans la petite branche collatérale et ça évite que les coils se barrent plus loin. Et une fois que ce premier coil est posé, on remplit, on fait notre packing dense comme d'habitude. Donc les critères immédiats de réussite de l'embolisation, il faut qu'après l'embolisation, le sac il soit pas du tout opacifié, il faut qu'il y ait une absence totale de l'opacification du sac, il faut qu'il y ait une disparition totale du retour veineux pulmonaire précoce. Donc on fait des séries en distalité au contact de la mave, il faut qu'on n'ait plus du tout d'opacification de la veine, et ensuite on fait des recontrôles au niveau de la PG ou de la PD en fonction du côté où on a embolisé, il faut qu'on ait une absence de retour veineux. Généralement, si l'embolisation a été de bonne qualité et si le patient avait une hypoxie avant le geste, l'hypoxie disparaît complètement dès l'embolisation. Parce que le shunt ne débite plus et du coup, là, ça te remonte. Donc là, c'est toujours notre même patient, donc avec sa petite mave distale basale. Donc on avait sur notre première image, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc avec les petites chicanes. Le fait qu'il y ait des petites chicanes, ça réduit quand même beaucoup le risque d'embolisation paradoxale. Donc on a fait une cage, un scaffold classique avec une cage et un remplissage par des nesters. Donc on a un résultat qui est plutôt satisfaisant. Je vais juste vous faire redéfiler la boucle avec un packing qui est dense, une absence d'opacification du sac. Donc là, des micro-nesters. Et du coup, là, on est plutôt content. Ici, on voit un exemple d'une patiente que l'on connaît bien puisqu'on la connaît depuis 2013. Elle a été diagnostiquée en 2012 avec une maladie de Randy-Osler à l'âge de 37 ans, avec une mutation donc, du gène de l'endogline. Vous voyez, cette patiente, on l'a vu en 2013, elle a plusieurs malformations et on a fait le choix d'en traiter en 2013 les deux à droite. Ici, vous voyez la première session d'embolisation de cette MAV qui est au sein du lobe inférieur droit. Et donc, vous voyez ici qu'il y a la mise en place de cette sonde vertébrale au contact de l'anévrisme. Il y a eu le dépôt le plus distal possible d'un caging avec cette technique de scaffold, avec peut-être aussi ici le déploiement dans une branche collatérale en faveur peut-être d'un anchoring associé. Vous voyez ici que l'embolisation s'est faite de manière très distale et le coil ne s'est pas déployé dans l'anévrisme, ce qui est pour nous des critères satisfaisants d'embolisation. Chez cette patiente, on a réalisé au décours de la même session une autre embolisation. Vous voyez où on a pu avancer la vertébrale quasiment au contact du shunt. Il a fallu le dépôt, donc il a fallu rajouter un microcathéter pour être en distalité au plus près donc, du shunt, ce qui a permis de déployer des coils avec la même technique dont on a parlé, le scaffold. Vous voyez ici un premier coil et ici une densité plus importante suite au dépôt de microcoils à l'intérieur de ce caging. On voit manifestement que la première branche ou boucle s'est mal déployée, ce qui n'a pas pour autant empêché le déploiement des autres boucles et la stabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces premiers coils sont des coils à largage contrôlé, donc ce qui nous permet de les mettre en place, de tirer dessus, d'assurer ou de même de les pousser pour s'assurer de leur stabilité, et s'ils ne sont pas stables, de les enlever, bien sûr, et de les redéployer correctement. Donc, c'est assez safe d'utiliser ce système pour mettre en place une première cage au début. Donc, ces deux malformations ont des critères satisfaisants d'embolisation, et vous voyez que le suivi, lors du suivi, donc c'est plus tard, beaucoup plus tard, je crois que c'est plutôt en 2018, on voit que sur cette globale, l'absence de shunt des malformations ici qui ont été traitées. Un message, mais ce n'est pas le propre de cette slide, c'est que quand même il faut aller vérifier au contact des coils l'absence de reperméabilisation plutôt qu'une globale, mais ce n'est pas le produit sujet. Ce qui est important ici, c'est de voir cette troisième malformation qui a été traitée chez cette patiente, cette fois-ci dans le lobe inférieur gauche. Et vous voyez que nous sommes allés avec une vertébrale le plus loin possible, et le plus loin possible était très loin du shunt, puisque le shunt se situe vraiment en distalité, de localisation très probablement sous-pleurale, comme beaucoup de malformations, donc dans les lobes inférieurs et en périphérie. Donc, il y a eu la nécessité d'utiliser un micro-cathéter qui a réussi le dépôt de coil, mais comme vous pouvez le voir là, de coil à une distance de plus d'1 centimètre de la formation anévrismale.
Comme vous pouvez voir, il y a aussi eu une embolisation de cette artère sous-segmentaire puisqu'elle devait alimenter l'anévrisme. Donc ici, on pourrait dire, un des points d'histalité qui n'est pas forcément satisfaisant. Et ce qui est intéressant chez cette malformation, c'est qu'elle a été, en fait, elle s'est reperméabilisée en 2014, elle a été reprise, et vous voyez ici la reperméabilisation avec cette distance qui est très longue donc sur une autre incidence entre l'anévrisme et la colonne de Coyle. Donc, il vous dit bien que nous n'étions pas assez en distalité. Cette malformation a posé problème. Donc, elle a été traitée par un dépôt en proximalité d'une colonne de Coyle. Manifestement, on n'a pas pu aller en distalité, c'est-à-dire on n'a pas pu traverser la colonne de Coyle pour emboliser en distalité. On verra que c'est une technique de reprise des malformations. Et manifestement, en 2018, elle s'est encore reperméabilisée, ce qui montre finalement que cette première embolisation était probablement extrêmement capitale, et que les critères de satisfaction de la première embolisation sont extrêmement importants à respecter. Manifestement ici, comme on n'avait pas d'occlusion persistante, nous avons utilisé un autre agent d'embolisation dont on va vous parler en fin de présentation, pour la raison que la colonne de Coyle était déjà importante en proximalité. Donc, on a utilisé de l'Onyx, qui a permis, dans ce cas-là, de réaliser l'occlusion. À ce jour, elle ne s'est pas reperméabilisée, et on continue de suivre cette patiente. Alors, la fin de procédure. Donc, la fin de procédure, une fois qu'on a obtenu une embolisation le plus satisfaisante possible, donc on réalise une nouvelle mesure des pressions artérielles pulmonaires. Donc, ça sert à vérifier l'absence d'apparition d'hypertension. Donc après, c'est particulièrement redouté comme complication, mais c'est très rare. Ça arrive surtout chez les patients qui ont été embolisés de nombreuses fois, avec des embolisations très proximales. Une fois qu'on a vérifié cette absence d'hypertension, on retire le matériel et on fait un petit pansement compressif pour quelques heures. C'est du 5 French en veineux, donc c'est pas la peine de les garder pendant 15 ans. Donc pour la gestion post-embolisation, on peut tout à fait faire ça en ambulatoire chez des patients qui sont correctement cortiqués, qui ne sont pas polypathologiques. On peut les faire rentrer chez eux le soir même, mais on peut les surveiller s'il y a un risque d'infarctus pulmonaire important, ou s'il y avait un anévrisme de grande taille, qui a généralement, quand il y avait soit de la thrombose avant ou de la thrombose per procédure, on sait qu'on a quand même un risque plus important d'embolie paradoxale, donc on les surveille généralement en hospitalisation. Donc chez nous, ils sont hospitalisés en pneumologie le plus souvent, qui nous surveillent ça très bien. Il n'y a pas de traitement de sortie particulier, mais on poursuit l'antibioprophylaxie pour les gestes à risque, donc en cas de soins dentaires, etc. Mais c'est exactement les mêmes traitements qu'ils avaient avant. Il n'y a pas de modification de la thérapeutique. Très bien, passons aux indications et au rationnel. Donc, on a parlé des malformations artério-veineuses pulmonaires. Donc, ce sont bien des communications anormales, comme vous pouvez le voir ici, entre une artère et une veine. Il y a un shunt ici, il y a une shunt donc du filtre capillaire qui est responsable d'un shunt droit-gauche. Ce shunt droit-gauche est à haut risque d'embolie paradoxale, ce qui va nécessiter, bien sûr, on va voir la réalisation d'une embolisation pour occlure ce shunt, notamment occlure l'artère afférente. Les symptômes, et c'est important de le noter, sont à la fois, premièrement, le fait que les patients peuvent être asymptomatiques, et ça, c'est une condition extrêmement importante, et c'est plus favorable, on va dire, pour le patient de les découvrir à un stade asymptomatique pour prévenir des complications. Mais on peut les découvrir aussi, c'est le cas, d'ailleurs, je prends un exemple d'une patiente de 6 ans qu'on a vue dernièrement, sur une perte de croissance, sur une dyspnée, une cyanose à l'effort, et aussi sur des céphalées ou des migraines. Les risques, ce sont les risques d'embolie paradoxale, premièrement avec l'AVC, avec les abcès cérébraux, et ensuite des complications liées à parfois le recrutement systémique des malformations artério-veineuses, notamment après traitement, et qui peuvent donc entraîner des hémoptysies, mais aussi liées à l'évolution de la malformation. Et lorsqu'il y a des atteintes, des anévrismes assez importants, il peut y avoir des risques d'hémoptysie, mais aussi des risques d'hémothorax. Les malformations sont le plus souvent localisées en périphérie et peuvent se rompre au sein de l'espace pleural, créer un véritable hémothorax.
Ce qu'il faut savoir, et c'est extrêmement important, c'est que plus de 88% des MAV pulmonaires s'inscrivent dans le cadre d'une maladie de rendu oculaire. Ici, il est important, chez ces patients chez qui vous découvrez une malformation artério-veineuse pulmonaire, de tirer la sonnette d'alarme et de faire une recherche de cette maladie. Cependant, environ un tiers des patients atteints de cette maladie vont présenter des MAV pulmonaires. Il y a plusieurs mutations génétiques, et notamment l'endogline et la mutation de l'ALK1 qui sont connus pour représenter des malformations artério-veineuses pulmonaires qui sont multiples, bilatérales, évolutives au cours du temps. Alors, la maladie de rendu oculaire, c'est une maladie autosomique dominante à pénétrance variable et pas la pénétrance, mais le développement des malformations ou l'apparition se fera majoritairement avant les 40 ou 50 ans. Les malformations siègent principalement au lobe inférieur et doivent être bien sûr prises en charge. Le rôle du radiologue, c'est de dépister, mais aussi de suivre ces malformations. Nous réalisons de manière, suite aux recommandations, dans le cadre du dépistage, un scanner thoracique en contraste spontané, puisque les éléments qui constituent la MAF, c'est-à-dire l'artère, le nidus, l'anévrisme ou les veines sont des éléments à haut contraste qui peuvent être très bien individualisés sur un scanner sans injection. Pour le suivi, nous réalisons dans notre centre aussi un scanner thoracique en contraste spontané et mesurons notamment la taille de la veine pour critères de reperméabilisation ou non. Ça, vous pouvez le regarder dans une publication où nous notons l'intérêt de mesurer la veine et avec un seuil inférieur à 2,5 mm. Le scanner avec injection peut être réalisé, mais n'est pas recommandé dans le dépistage de ces patients. Le radiologue doit réaliser, et c'est le traitement de référence depuis longtemps maintenant, le geste d'embolisation. L'embolisation a vu ses critères de taille, ou du moins ses critères d'indication évoluer avec finalement le développement du matériel, des matériels d'embolisation. Depuis l'avènement des microcoils, des microplugs, on peut traiter aujourd'hui des MAV avec des artères afférentes à 2 ou à 2,5 mm. Il faut prendre en compte dans le choix thérapeutique à la fois la taille de l'artère et puis sa faisabilité, son accès. Il y a des MAV qui sont beaucoup plus compliquées à aller cathétériser, comme celle du Fowler ou du lobe moyen. Et parfois, on peut mettre en stand-by du coup si la taille est petite et la localisation difficile. Pourquoi? Principalement parce que ça peut être associé à des délais, pas des délais, mais aussi des procédures compliquées, des procédures à risque et des procédures longues, et aussi qui sont des procédures avec un échec de cathétérisme. Il faut noter que ces malformations peuvent se reperméabiliser et que le taux de persistance peut aller jusqu'à 25% après une première embolisation. Et lorsqu'il y a une reperméabilisation après itérative, finalement, après une seconde embolisation, il peut y avoir un taux variable entre 0 et 80%. Donc, ça peut être un taux qui peut être important et vous pouvez vous retrouver avec vraiment des échecs itératifs. Le radiologue doit aussi dépister la reperméabilisation. On a parlé, la reperméabilisation, il y a 3 types. Ici, vous voyez 3 types. Il y a la reperméabilisation la plus fréquente, qui est la recanalisation dans l'axe lorsque le coiling n'est pas assez dense ou lorsque il est mal déployé. Il peut y avoir une recanalisation dans l'axe. Il peut y avoir aussi un phénomène de reperfusion qui va être notamment lié à des reperfusions de collatérales, comme par exemple ici, ou des reperfusions avec le développement de collatérales sur l'artère segmentaire nourricière ou sur une autre artère, et puis aussi des collatérales de la part d'autres branches pulmonaires. On peut voir aussi, et c'est beaucoup plus rare, la systémisation des artères, des malformations artério-veineuses pulmonaires, par exemple avec le recrutement des artères bronchiques ou des artères intercostales ou diaphragmatiques qui peut arriver et auquel on peut être amené à traiter. Alors, ce qu'on a identifié, ce qui est identifié dans la littérature, c'est les principaux facteurs de risque qui sont liés à la malformation, comme les grosses artères afférentes, les MAV avec des artères afférentes de grand diamètre, mais aussi des facteurs liés à l'embolisation, comme la densité du paquet de coils trop faible, on en a parlé, comme le nombre insuffisant de coils qui va bien sûr avec la densité, mais aussi comme des défauts de déploiement, comme l'élongation du coil si le diamètre est trop important, et puis aussi l'embolisation proximale, on en a parlé, et ensuite un effet qu'on appelle un effet stent, c'est-à-dire
dire un col qui s'est bien déployé, mais de diamètre trop important par rapport à l'artère et qui va créer, et qui n'a pas été aussi rempli, et qui va créer donc un calibre important à risque de se reperméabiliser. Alors, à partir de là, quelle est la manière quelles sont les indications, enfin, on a vu les indications, mais quelle est pour la reperméabilisation les propositions thérapeutiques? Il y a 2 propositions dans les techniques d'embolisation. Il y a la plus simple, la plus techniquement facile et surtout la plus courante, ce sera la technique de remplir en amont de la colonne de coil ou en amont du dispositif qui a été implanté, comme par exemple un plug, de remplir et afin d'assurer donc une occlusion. La deuxième technique qui va être beaucoup plus difficile mais plus efficace va être de passer à travers la colonne de coil déjà implantée pour aller en aval et pouvoir déposer un complément de coil. Vous voyez ici des exemples de la littérature avec ce patient qui a présenté une reperméabilisation, qui a nécessité donc une embolisation proximale. Et vous voyez ici ce patient qui avait initialement été traité par des gros coils de 0,035. L'embolisation était trop proximale et vous voyez que la reperméabilisation se fait de manière très élégante par la collatéralité d'une autre artère segmentaire. Le traitement a consisté au passage transcoil d'un microcathéter pour pouvoir déposer en distalité un complément de coil. Donc là, c'est un cas qui aujourd'hui est assez rare puisqu'on dispose aujourd'hui d'emblée des microcoils et donc il est de plus en plus difficile de passer au travers de cette colonne. Ce traitement pose de ce fait une problématique qui est qu'on peut arriver, lorsque on dispose en proximité de plus en plus de coils, on peut arriver, ou de dispositifs comme le plug, on peut arriver à l'absence de distance de sécurité. Alors ici, vous voyez cette malformation qui a été coilée, et à un moment donné, il va y avoir le départ d'une artère segmentaire ou d'une artère lobaire qui va être saine et que l'on va vouloir préserver. L'hypothèse, et ça va être l'objet de la présentation de l'Onyx dans le traitement, l'hypothèse va être en fait, non pas ajouter du coil à la colonne, mais compléter la densification finalement du coiling en utilisant cet agent embolique dont on va parler. Alors l'Onyx, vous en avez, je pense, tous entendu parler. C'est un copolymère qui est une matière plastique. C'est un agent d'embolisation qui se classe dans la classe liquide, hein, qui en l'occurrence est opaque, lié à la jonction de la poudre de tantale. C'est un produit qui va polymériser au contact du sang et donc impose l'utilisation du DMSO. L'Onyx est un agent qui va en fait se solidifier progressivement lors de la mise en place au sein d'un vaisseau en quelques minutes. Ses avantages, c'est premièrement, on vient d'en parler, la solidification progressive, l'avantage d'une injection lente et contrôlée, le fait d'être non adhérent aux parois, avoir peu d'effets inflammatoires sur l'endothélium et assurer une embolisation distale. Dans le cas de la malformation, l'intérêt, c'est de pouvoir contrôler son déploiement et pouvoir le voir avancer progressivement au sein de la colonne de coil, et puis aussi dépister au plus tôt le risque d'embolie paradoxale, c'est-à-dire de passage dans l'anévrisme et de passage dans la veine. L'inconvénient, c'est un changement de matériel, une toxicité vasculaire du DMSO, mais dans le cadre des malformations, oui, enfin, j'allais dire, dans notre expérience, vous verrez qu'on a utilisé peu de DMSO lié finalement à un volume de distribution faible de la malformation. Il y a cette fameuse odeur d'ail qui est bien sûr ressentie par l'ensemble des protagonistes et surtout le patient dans sa chambre. Et puis, la problématique peut être bien sûr l'artefact au scanner lié à la poudre de tantale. Alors, dans notre expérience, nous avons réalisé, pour répondre à cette question qui est emboliser les malformations reperméabilisées sans distance de sécurité, nous avons embolisé au décours de ces dernières années une totalité de 70 malformations artério-veineuses pulmonaires réparties au sein de 45 patients. Ici, je vous présente des résultats donc de notre cohorte rétrospective avec un suivi pour tous les patients et pour toutes les MAV de minimum 1 an. Et ici, le flowchart tend à montrer les résultats dont on va parler, qui sont une population avec succès à plus d'1 an de l'embolisation, c'est-à-dire une population de 60% de malformation et puis une population échec de 40% à 1 an. Les résultats ici, ce qui est intéressant à voir,
ici, on avait en fait, on va le voir après, mais ici, ce groupe-là, ce n'est pas le short-term occlusion, c'est le groupe qui a été qui a un succès et celui-là qui a un échec. Et vous voyez que les veines et la taille des artères et des anévrismes est beaucoup moins importante dans la population succès que dans la population échec, ce qui est cohérent avec l'évolution d'une MAV traitée, hein, puisqu'elle va rétracter la taille de sa veine et rétracter la taille de son anévrisme. Nous avions ce qui est important à voir, c'est plus de 50%, 47% de MAV qui avaient l'absence de cette distance de sécurité, donc qui aurait finalement, le postulat, c'est qu'il y aurait donc eu la mise en place d'un matériel solide qui aurait peut-être occlu en fait une branche d'amont saine. Et donc qui aurait créé un infarctus et puis à terme des risques aussi de maladies post-emboliques. En l'occurrence, l'efficacité immédiate est de 100% chez toutes ces malformations qui avaient donc ce challenge d'absence de distance de sécurité, mais pas que. Il y avait à long terme une occlusion qui était obtenue dans 60% de ces MAV. Et ce qui était important à voir, c'est que dans le groupe succès, les veines de drainage, les sacs anévrismales se réduisaient en taille de 30 à 40%. D'un point de vue sécurité, nous n'avons pas noté de complications directement rapportées au produit d'embolisation. On a noté une réaction anaphylactique mise sur le compte de l'injection de produit de contraste qui n'a pas donné lieu à la moindre complication. Puis enfin, nous avons vu noter 3 infarctus pulmonaires sur les scanners, dont un symptomatique, que l'on va voir après. Dans la cohorte, un patient a présenté une hémoptysie en rapport et à distance, vraiment à distance de l'embolisation en rapport avec une reperfusion systémique. Dans la distribution de l'Onyx, c'est important de noter que 69% des MAV, il y a eu une distribution proximale, c'est-à-dire en amont du coiling, que dans 73% des malformations, la distribution s'est faite dans le packing et que dans 19%, c'est fait en distalité, sans qu'il n'y ait de progression ni dans l'anévrisme, ni dans la veine, et ni d'ailleurs dans le cœur ou dans les artères systémiques, dans le cerveau ou n'importe où. On l'a constaté cliniquement, mais aussi sur les scanners de contrôle. L'Onyx ne disparaît pas, enfin, du moins quand il y a une quantité importante. On a noté une fuite au sein des branches artérielles collatérales, donc en amont, dans 56% des artères sous-segmentaires. Dans 56% des MAV, il y avait une fuite dans les artères sous-segmentaires. Dans 6% des MAV, une fuite dans les artères segmentaires, avec un défaut de perfusion donc immédiat noté dans 29% des malformations artério-veineuses pulmonaires. Et je le rappelle, seulement avec 3 infarctus, dont un seulement symptomatique. En discussion et en conclusion, dans notre population, on a bien vu que les facteurs de risque de non-occlusion suite à la reprise par l'Onyx, c'était le nombre d'embolisations précédentes. Le tableau n'était pas le bon, mais effectivement, la population qui était non-occluse après l'embolisation par Onyx, c'était une population qui avait été traitée de nombreuses fois par Coil avant et qui aussi avait une taille de la veine et un sac anévrismal plus important, ce qui est assez cohérent avec les facteurs d'échec d'une primo-embolisation. L'efficacité était très satisfaisante immédiate, avec une efficacité à 60%, ce qui est dans la gamme des taux de reperméabilisation connus. Enfin, la fuite d'Onyx, malgré un taux à 61%, a été reliée à 4% d'infarctus pulmonaire, dont un seul symptomatique. Donc, de cette expérience, et on continue d'utiliser, on propose cet agent d'embolisation comme une alternative et comme un agent d'embolisation efficace pour traiter les reperméabilisations, notamment avec l'absence de distance de sécurité, dans l'objectif technique vraiment de remplir ce coiling. Vous voyez ici un cas d'un patient, vous voyez, c'est la même chose, il avait une distance trop importante entre l'anévrisme et le coiling. C'est un facteur donc de reperméabilisation, ce qui s'est passé. Donc, nous avons ici réalisé, lié à un échec notamment du passage transcoil, nous avons voulu compléter la colonne de coil en utilisant l'Onyx et vous voyez très bien la suropacité de l'Onyx qui est à la fois dans le packing, qui est en aval et qui n'est pas allé dans l'anévrisme ni dans la veine et qui aussi est en amont sans qu'il n'y ait de défaut de perfusion. Vous voyez ici le résultat immédiat satisfaisant. Cette MAV à ce jour est toujours occluse. Vous voyez ce cas extrêmement intéressant puisque c'est une MAV avec une artère afférente. Vous voyez le coiling est vraiment au contact d'une artère, d'une grosse artère, une artère lobaire ici. Donc, on avait vraiment un besoin primordial de préserver cette artère saine en mettant de l'Onyx qui a pu donc compléter la colonne de coil et qui a pu donc
traité de manière satisfaisante cette MAV. Et il y a eu quand même donc, une fuite dans d'autres artères, les artères saines, mais sans pour autant créer de symptômes d'infarctus pulmonaire chez ce patient. Cet exemple-là vous montre aussi, alors ça c'est probablement, c'est un exemple assez intéressant. Ici, on avait une distance de sécurité avec une grosse artère ici segmentaire, une distance de sécurité qui était pas satisfaisante. On a fait le choix d'utiliser l'Onyx qui a bien rempli la cage de Coyle, qui a pu donc permettre de traiter cette malformation. Vous voyez la fuite dans l'artère qui doit être donc plutôt une artère lobaire inférieure, et en l'occurrence il n'y avait absolument aucun dégât ou aucune complication sur l'angiographie de contrôle, hein, puisque l'onyx se déposant sur l'artère, s'il n'est pas assez se sédimentant au sein de la paroi, enfin sur la paroi, s'il n'est pas de quantité suffisante, il ne va pas remplir, occlure totalement la lumière artérielle, et c'est ce qu'on voit là. On le voit bien puisqu'il est très opaque, mais sans pour autant occlure complètement l'artère. Voici un autre cas chez qui on a noté à distance les séquelles d'un infarctus, mais qui avait été asymptomatique. En l'occurrence, on voit ici une embolisation qui avait été réalisée dans les règles de l'art et qui a nécessité quand même de retraité avec de l'onyx qui s'est diffusé dans une branche, et comme vous pouvez le voir, il y a une amputation sur le contrôle et qui a amené un petit infarctus distal. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on tenait à vous dire, c'est que l'embolisation des malformations artério-veineuses pulmonaires, c'est un traitement de référence qui doit être proposé en première intention, bien sûr. La faisabilité est satisfaisante avec un matériel assez standard pour un radiologue interventionnel vasculaire. Il y a des techniques d'embolisation à respecter. Hein. Monsieur White, qui a une expérience extrêmement importante, a très bien, vous l'avez vu, on vous les a montrés, schématisé, puis aussi décrite ces techniques d'embolisation. Et on propose une surveillance pour dépister les reperméabilisations chez ces patients. Et puis enfin, un dernier réflexe qui est qu'à toute découverte fortuite d'une malformation, doit imposer une recherche de la maladie de rendu oculaire. Et je crois qu'on a tout dit. Arthur, tu confirmes? Oui, je suis d'accord. Bon, on vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette belle présentation qui était quand même très complète et très intéressante. Juste une petite première question qui s'adresse également au professeur Khalil. Pour repréciser les indications, quand est-ce qu'on y va, l'embolisation, quand est-ce qu'on surveille simplement la malformation artério-veineuse? Est-ce que c'est peu importe la taille si le sujet est symptomatique? Est-ce que les 2 mm, 2,5 mm, c'est l'indication de la taille? Voilà, première petite question. Avant de répondre, j'ai quelques petites remarques sur la présentation qui est très bien. Bien sûr. Premièrement, les plugs, les AVP4 sont remboursables. C'est le microplug qui n'est pas remboursable. Oui, c'est moi, j'ai fourché. Pourquoi faire une globale quand on a un scanner qui montre les anomalies? Maintenant, on les réalise de moins en moins. Vous ne le réalisez pas. C'est pour cela pour les jeunes. C'est pour cela ceux qui n'ont pas l'habitude de faire. Vous n'utilisez pas de cathé porteur. On ne l'a pas mis. Si on utilise un cathé porteur quand on a des problématiques de stabilité, on prend un 6F à RO, mais l'intro. Ouais. D'accord. Et on l'utilise. Parce que moi, je le prends systématiquement, c'est pour cela. Oui, je sais, mais nous, justement, c'est l'inverse. On sait, mais. C'est pas grave. Hein. Mais si non, ça marche, le plus important, que ça marche. Oui, on le prend quand on est sur plusieurs MAV d'un coup et qu'on sent que, mais pour l'instant, en systématique, on est en 5F et on n'en prend pas. Et c'est vrai que. Voilà, autre chose, faites attention quand vous avez une reperméabilisation, vous n'avez pas signalé, vous avez dit qu'il y avait une hémoptysie. On n'embolise pas avec des particules d'hémoptysie avec SORMAV. Sinon, vous allez emboliser le cerveau parce que vu qu'il n'y a pas de filtre, les particules partiront directement dans le sac, la veine, puis après le cerveau. Donc, on les embolise avec tout ce que vous voulez, mais pas de particules. Vous essayez d'aller loin, remettre de l'onyx, ça peut être intéressant. Et puis, une chose qui est intéressante de l'onyx dans l'AP, c'est que ça fait pas mal. Alors que si vous l'utilisez dans l'artère bronchique ou dans les artères systémiques, ça fait très mal. Donc ça peut être un élément de plus, c'est que le malade ne va pas sursauter sur la table parce que vous êtes en train de l'utiliser l'onyx. Et ça peut être un élément en faveur de l'utiliser l'onyx, c'est que ce n'est pas douloureux dans l'AP, alors qu'il est très douloureux dans l'artère bronchique.
Sinon, autre chose, catéporteur, ben, tout ça. Et puis là, moi, je ne fais pas de pansement compressif. Quand on met un dégilé 5 dans une veine, on comprime 5 minutes et puis on fait un petit pansement simple. Surtout le malade, il ne faut pas qu'il se lève. Non, mais c'est qu'on est prudent et flippé, mais Non, mais c'est du principe de précaution. Mais oui, Pour- ça sert pour à rien, l'instant- on est d'accord, hein. Pour l'instant, nos patients ne sont pas pris en charge en ambulatoire et c'est pas c'est contre nos volontés et contre la volonté aussi de notre généticienne qui s'occupe du centre de référence. Et en fait, ils le font aujourd'hui, les pneumologues, pour leur forfait, quoi. Et du coup, Parce que moi, les dernières, je les ai fait en HDJ, donc HDJ radio. on est tout à fait d'accord et C'est mieux. c'est ce qu'on veut parce qu'en plus, on a des patients qui viennent de loin et ils ne veulent pas passer 2 jours. Non, le pire, c'est qu'ils viennent la veille, hein. Donc ils passent 2 jours et demi. Non, mais on est tout à fait d'accord et du coup, on leur met un pansement compressif parce que ça, comme ça les fait pas bouger. Ça me rassure. Ça rassure le radiologue. Si ça rassure le radiologue, ça marche très bien. C'est parce qu'on fait piquer les internes, alors du coup. Il faut rassurer les radiologues. Ça, c'est très intéressant de rassurer les radiologues. Sinon, concernant les questions, donc la première question d'indication, en fait, dans la majorité des cas, les malades, soit ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes, mais quand même, on va les traiter, soit ils vont pour un symptôme, et le symptôme majeur, ce n'est pas la dyspnée. Le symptôme majeur, c'est l'AVC ou l'abcès cérébral ou des choses comme ça. Et sur ça, on va découvrir en fait la malformation artério-veineuse. Donc, et les malformations qu'ils peuvent donner au début, quand j'ai commencé dans les années 80, c'était 3 mm de diamètre d'artère afférente. Et là, on est descendu à 2 mm, puisque même nous, dans notre expérience, on a des accidents ischémiques transitoires à 2 mm. Et donc, une MAV, on la découvre, il vaut mieux la traiter. Je raconte toujours l'histoire d'une jeune dame de 70 ans, Alzheimer, qui avait une grosse MAV et qu'elle est arrivée à 70 ans sans aucune complication. Et en fait, on a dit, bah oui, elle est Alzheimer, on ne va rien lui faire. Et 2 mois après, pas de bol, elle fait l'AVC. Donc, je pense que du moment qu'on diagnostique une malformation artério-veineuse pulmonaire, il faut la traiter du moment qu'elle fait plus de 2 mm. Après, ça dépend de votre compétence, de votre agilité, de la malade. Il faut les voir en consultation, discuter avec eux. Et puis, après, ça se décide. Hein, mais normalement, au-dessus de 2 mm, on y va. Et quand on embolise, et si on tombe dans une MAV, il vaut mieux que dans l'embolisation, quand vous en avez beaucoup, c'est de commencer par la plus grosse. Parce que dans le cas où par malheur votre col saute, il partirait dans une autre malformation qui est plus petite. Donc ça ne va pas passer. Et dans ce cas-là, il faut toujours commencer par la plus grosse. Et puis si vous trouvez une petite sur le chemin, vous n'allez pas dire je ne vais pas l'emboliser, elle ne fait pas 2 mm. Vous êtes à côté, vous mettez un col et puis vous continuez. Donc, en ce qui concerne l'indication, c'est il n'y a pas de problème. Du moment que c'est plus de 2 mm, il y a une indication. Après, ça dépend de la localisation. La plus difficile, ce n'est pas le lobe moyen, la plus difficile, c'est la ventrale du lobe supérieur droit, du lobe supérieur gauche. Et ça, il faut prendre une sonde mammaire interne avec un catéporteur et puis on y arrive, mais c'est une des plus difficiles. La lobaire moyenne, en fait, quand vous mettez le catéporteur, il va direct dans la lobaire moyenne. Et après, la difficulté, c'est d'aller dans la lobaire inférieure parce que dans ce cas-là, on se met de profil et puis on va dans la lobaire inférieure. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter. Pour moi, cathétériser une artère pulmonaire est beaucoup plus difficile que cathéteriser une artère bronchique. Parce qu'on n'a pas les bonnes sondes, c'est trop gros. Il y a pas mal d'images de superposition, en fait. On peut dire on est dans le lobe inférieur alors qu'on est vraiment dans le lobe moyen. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter, dans le cas où vous n'y arrivez pas, de vous remettre de profil pour essayer de cathéteriser soit en avant, soit en arrière. Puis après, vous vous remettez de face pour récupérer. Il y a une question dont on discutait, y a-t-il un intérêt à placer un ballon d'occlusion en aval de la MAV pour emboliser avec un agent de liquide seul? Il ne faut jamais le faire dans l'artère pulmonaire sans qu'il y ait des cols. Attention, ce qu'il a présenté Salim, c'est des reperméabilisations. Donc, c'est des fistules où le débit est très faible, le shunt est très faible. Si vous allez avoir une fistule il n'y a pas de col, vous mettez une goutte d'onyx et une goutte d'onyx arrive dans le cerveau direct. Donc, c'est simple et il ne faut pas le mettre, même avec un ballon, on met des cols. Après, si vous voyez que ça reste une petite fuite, là, dans ce cas-là, vous pouvez mettre, mais il faut qu'il y ait des cols. Donc, c'est important, on ne met pas de... En plus, l'onyx, ça ne colle pas à l'artère, ce n'est pas comme la colle. Donc, si vous mettez un ballon, vous dites, OK, ça y est, l'artère, elle est bien occluse, vous enlevez votre ballon, l'embol peut partir. Donc, pas d'onyx seul dans une MAV où il n'y a pas de ressort. Ça, c'est... Vous passez devant le juge, moi, je vous condamne.
C'est tout à fait vrai. Donc, ça, c'est le... Maintenant, est-ce que dans le cas, par exemple, le cas où tu as montré qu'il y avait dans la paix, il ne faut pas oublier qu'on peut mettre des petits stents couverts. Ok. Des petits stents couverts, surtout quand tu avais l'artère pulmonaire qui était toute droite. Il y a des stents couverts de 5 mm, de 6 mm qui peuvent de 2 cm. Là, tu peux rien, tu mets un stent couvert, ça peut être mis devant. Et ça, comme ça, en fait, tu sauvegardes ton artère porteuse et tu n'as pas de problème. Et justement, est-ce que les complications chez vous sont fréquentes? Enfin, et quel type de complications, justement, redoutez-vous le plus? L'AVC, bien sûr. Comment vous évitez les embolies gazeuses de ce point de vue-là? En fait, nous, on ne fait pas avec valve. Moi, j'utilise la bonne méthode ancienne, la méthode sous-marine. C'est-à-dire que quand je change de guide, quand je fais ça, je prends un petit bassinet avec de l'eau, je mets ma sonde dedans et puis je retire. Et puis comme ça, on le fait à 4 mains. C'est plus amusant que de le faire seul. Et puis comme ça, on discute et puis comme ça, on arrive à former les internes. Donc, on le fait à 4 mains, tranquillement. Et puis, une autre, pour éviter aussi l'embolie gazeuse, c'est de ne pas être occlusif. Parce que si vous êtes occlusif, là, vous allez avoir une aspiration d'air. Donc, essayez de ne pas être occlusif. Il faut toujours avoir un retour, un retour dans le micro-cat ou avant d'emboliser, quoi. Ouais. Et la technique sous-marine, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'utilise aussi. Parfait, parfait. Vous avez dit que du coup, la plupart des patients, c'est des patients qui ont des maladies de rendu ossellaire. Qui s'occupe de voir ces patients, de vous amener ces patients, et comment s'organise après le dépistage? Est-ce que c'est vous qui l'organisez? Est-ce que c'est le correspondant qui l'organise? Quel est votre correspondant principal pour ces types de maladies? Bon, en fait, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est comme vous voyez à Lyon, je pense que c'est la responsable du centre de compétences qui s'occupe d'elle, c'est le généticien, c'est elle qui s'occupe des malades, entre parenthèses. Et le radiologue ne fait que participer à la réunion et puis dire ça, il faut emboliser, ça, on ne peut pas emboliser. Il va s'occuper de l'imagerie. Mais la partie gestion de la maladie, il faut avoir quelqu'un qui a une vue globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'imagerie. Et le symptôme majeur des patients, et là, il faut les convaincre qu'il faut s'occuper de l'artère pulmonaire, tout simplement parce que leur symptôme majeur, ce n'est pas la dyspnée, c'est l'épistaxis. Ils se plaignent parce qu'ils saignent du nez. Et en fait, ils viennent, ils disent « Mais non, je respire bien, je n'ai pas de problème, mais c'est mon nez qui m'embête, je n'arrive pas à aller travailler parce que je saigne du nez. » Ça, c'est les maladies rendu-ossellaires. Et donc, c'est ça qui les gêne, ils sont anémiques à cause de ça. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à en fait, voir avec les ERL. Et ça, il faut qu'un médecin coordinateur, son boulot n'est pas de faire, c'est de s'occuper de la malade et de la maladie en global. Et dans ce cas-là, c'est lui en fait qui gère le reste. C'est lui, quand il y a un dépistage, c'est lui qui va convoquer la famille pour faire le dépistage, les tests génétiques. C'est lui qui va s'occuper pour demander les scanners. Mais les scanners sont faits par des radiologues et nous, on suit en même temps ces patients-là et leurs familles. Pour exemple, nous, ce centre de référence coordonne des ateliers éducation thérapeutique. Donc, on est sollicité pour parler, dire comment emboliser, etc. Donc, c'est vraiment un coordinateur clé. Oui, il faut qu'il y ait un coordinateur. En fait, il y a une sorte de RCP. Oui. Il y a le responsable de la RCP, plus il y a l'anatomopathologiste, pas l'anatomologiste, là, il n'y a pas de chirurgie. Il y a le radiologue, il y a l'ORL, il y a le neurologue, il y a le dermato. Il y a le généticien, et puis après, ça fait une sorte de réunion globale. Il y a les pathos, parce qu'ils ont des atteintes hépatiques aussi. Donc, et on s'occupe des patients globalement, et non pas, et comme ça, on n'oublie pas une partie de leur maladie, quoi. Merci beaucoup pour cette réponse claire. Et on avait une question aussi, puisque vous en avez parlé, qu'on va traiter par exemple une MAV, on envoie d'autres en chemin. Est-ce qu'il y a, on va dire, un nombre maximum de MAV qu'on peut traiter en même temps chez un même patient, notamment si on part sur une population pédiatrique? Est-ce qu'au bout d'un moment, on se dit, en termes d'exposition, là, on a fait trop pour cette séance, on fractionne ou par rapport, on va dire, au risque, etc. Est-ce qu'il y a un nombre maximal de MAV à traiter? En fait, la limitation chez l'adulte, où j'ai beaucoup plus d'expérience, je l'ai fait quelques enfants, mais chez l'adulte, la limitation, c'est le produit de contraste. Ce que je me limite à 300 millilitres. Et je peux en emboliser 5, 6, 7, 10, 12, 14, 20. Le plus souvent, j'essaie de nettoyer un côté, après je fais l'autre côté après. Et donc, la limitation, c'est le produit de contraste. Et pour les enfants,
c'est toujours parce qu'ils sont quand même petits, et il faut adapter le produit de contraste au poids. Et le plus souvent, on les fait sous-âgés. Et les enfants, ça débite beaucoup, donc il faut qu'on dilue le produit de contraste, il faut qu'on fasse attention. En fait, la limitation, c'est le produit de contraste. Ok. Chez les enfants, notre expérience, c'est malheureusement souvent des enfants qui ont des grosses malformations artério-veineuses pulmonaires. Et chez les enfants, l'indication chez les enfants asymptomatiques est fortement discutée en fonction des équipes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Khalil, mais on a discuté récemment avec le groupe de travail européen et il y a vraiment des écoles d'embolisation qui ne conseillent pas d'emboliser les enfants et qui conseillent d'ailleurs, et c'est Pascal Lacombe, on avait discuté avec lui, qui conseille plutôt d'opérer, puisque les enfants peuvent mieux se développer ou compenser leur chirurgie de lobectomie. Mais c'est un peu, voilà, c'est pas forcément très consensuel. Nous, on propose d'emblée une embolisation et nos critères, on se retrouve souvent effectivement confronté à des grosses MAV peu nombreuses et chez qui on arrive à traiter, enfin le critère va s'arrêter une fois qu'on a le succès de la MAF. Mais on n'est pas devant les adultes où il y en a des formes disséminées ou des formes diffuses ou de nombreuses où on peut proposer plusieurs embolisations successives. Parfait, très bien, merci. Puis une dernière question, si vous voulez bien, pour finir et clôturer cette belle séance. Est-ce que vous avez un profil, on va dire, dans votre expérience, de bons candidats, on va dire, le patient pour qui vous allez attendre une bonne réponse, une bonne amélioration, et quel est son terrain, etc., ses comorbidités qui peuvent expliquer qu'il sera un bon candidat, et puis au contraire, celui pour qui on sait que malheureusement, on aura peut-être une amélioration et une réponse, un succès technique, mais pas forcément d'amélioration clinique significative derrière. Est-ce qu'il y a des patients ou des malformations artério-veineuses qui sont un peu plus délicates ou qui ne sont pas forcément… Alors, en fait, ce qui est délicat, c'est la forme diffuse. C'est pas vraiment c'est la forme diffuse où là, vous allez emboliser. Si vous embolisez de façon complète, vous faites un infarctus du poumon, donc c'est pas vraiment l'idéal. Et on risque, et là, on n'est pas très satisfait du résultat parce que le plus souvent, les malades ils restent toujours hypoxiques. Le malade le plus satisfaisant, c'est lui qui a une malformation ou deux grosses malformations. Vous les embolisez. Et je me rappelle d'une jeune femme de 30 ans qui était du Jura et qui faisait du ski de fond. Elle n'arrivait plus à faire du ski alpin parce que c'était trop dur pour elle. Et elle avait à peu près une quinzaine de MAV. Et on lui a embolisé. Puis l'année après, elle nous envoie une photo en disant « Ça y est, je me remets à faire du ski alpin ». Donc, vous voyez, parce qu'en fait, c'est des malades. L'hypoxie, ce n'est pas leur plainte parce qu'ils s'adaptent. C'est quelque chose de chronique. Vous voyez, voir les malades, elles mettent même des rouges à lèvres parce que là, les lèvres bleues, elles mettent du rouge à lèvres pour cacher. Mais ce n'est pas sa plainte. Sa plainte, c'est… il n'y a pas de plainte. Et du moment qu'on le découvre, et là, ah bah oui, il y a quelques années, j'ai arrêté de faire du ski alpin. Bah, il y a quelques années, quand je monte les escaliers, maintenant, je prends plutôt les ascenseurs. Donc, vous voyez, mais ils s'habituent en fait à leur hypoxie. Mais leur plainte, c'est j'ai le nez qui coule, j'ai l'épistaxis, et c'est ça qui les dérange. Ok. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas, Mathieu, tu as de questions sur le chat? Je ne vois pas de questions particulières. Bah, j'y ai répondu, il y avait un truc sur un ballon. Oui, oui, ça marche. Bon, ben, parfait. Encore merci. Merci à tous pour… bon courage pour cette bonne initiative. Oui, merci aux présentateurs. Merci à l'équipe de Lyon pour cette belle présentation. Et merci à vous, professeur Khalil, pour votre expertise et vos réponses. Avec plaisir. Au revoir, bon courage. Bonne soirée. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Restez connectés, on reviendra vers vous pour de nouvelles aventures et de nouvelles thématiques. Merci encore. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, merci.